collaboration. Fait que vous allez probablement vous reconnaître dans ce que je vais vous dire là, au fur et à mesure. Donc, l'idée, on a peu de temps, là, une quinzaine de minutes. Je vais passer vite sur certains éléments. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous inspirer autour de c'est quoi les enjeux de la collaboration. OK. Oui, c'est ça, je viens de trouver là, comment pour le faire avancer. Donc, je vais vous parler un peu du rôle de la collaboration en contexte de planification, d'organisation puis de coordination des soins. Ce que je fais au CECTC là, avec les accompagnateurs, c'est on accompagne les organisations dans la révision de leur offre de services pour mieux répondre aux besoins de la clientèle qui présente des troubles concomitants. Fait que c'est un peu de ça que je m'inspire pour vous parler de la collaboration à la lumière de ce que je vois. Je dois aussi vous dire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui de la Mauricie-Centre du Québec, que je suis issu aussi de cette région-là et que j'ai œuvré pendant de nombreuses années en dépendance et j'ai terminé j'ai pris ma retraite maintenant. J'ai terminé les 2, 3 dernières années au sein de la direction des services multidisciplinaires. Et donc, je me suis largement inspiré aussi des travaux de mes collègues qui ont accompagné plusieurs secteurs de l'établissement dans le développement de la collaboration interprofessionnelle. Donc, je voulais juste leur rendre justice. Fait que je vais aborder avec vous là, les avantages, les impacts, les enjeux, les obstacles associés à la collaboration, identifier un certain nombre d'outils puis de modalités puis les compétences à développer. Donc, c'est sûr que si je faisais la présentation puis on avait un peu plus de temps, je le ferais dans une perspective de collaboration. Puis plutôt que de vous dire c'est quoi, je vous demanderais à vous, je vous ferais participer davantage. Et je vous demanderais à quoi ça vous fait penser, vous, là, quand on évoque la collaboration. Puis probablement qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui nommeraient des synonymes ou des concepts très proches. D'autres me parleraient beaucoup de la qualité des relations, de la communication, l'engagement, etc. Certains d'autres me parleraient plus à l'inverse des difficultés qu'on rencontre en contexte de collaboration, en termes de conflits, d'accueillir les différences, etc. La reconnaissance des savoirs de chacun, les impacts sur la continuité des services, la fluidité, le climat au sein des équipes, etc. Un certain nombre penserait bien sûr aux usagers pour nous dire quels sont leurs besoins, leurs projets de vie. Quand on pense à la collaboration, c'est la collaboration entre qui et pour qui. Bien sûr, c'est entre vous, votre équipe, et selon vos contextes, là, ça dépend. Ça se peut que les différents professionnels fassent partie de votre équipe ou de partenaires externes qui viennent de multiples secteurs. Et tous ces gens-là interagissent aussi ensemble. Et on fait ça essentiellement, c'est pour nos clients, leurs proches, leurs familles. Et ça fait donc beaucoup, beaucoup d'interactions. Puis en temps de COVID, c'est presque une diapo à proscrire. Mais ceci dit, on comprend les enjeux. Alors, c'est quoi la collaboration? Je vous ai mis probablement la définition qui est la plus simple, qui est toute forme d'entreprise commune. Puis là, on a une série d'exemples qui visent à favoriser l'atteinte d'un objectif commun comparativement à une personne ou une organisation qui agit seule. Alors, c'est agir ensemble pour une personne. Et effectivement, une bonne collaboration devrait faire qu'on va réaliser plus de choses ensemble que si on était seul. Puis je pense que j'étais assez impressionné de la créativité puis l'ensemble des suggestions qui ont été proposées à Mme Rochelot aujourd'hui, bien que ça fait 2 ans. Puis on voyait bien l'écart entre on est, je vous dirais, nouveau dans la situation alors qu'ils y sont depuis 2 ans. Puis on voit ce que ça crée comme ça donne un peu de renouveau à la chose. Alors, pourquoi la collaboration? Il y a un célèbre proverbe africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». On pourrait penser que pour les troubles concomitants, ça prend toute une communauté pour favoriser le rétablissement, que ce n'est pas une personne ou une équipe et que plus on est de personnes qui sont mises à contribution, plus on peut avoir un impact. Et on a connu au fil des décennies là, une évolution sur les pratiques en collaboration où est-ce qu'on est passé d'un paternalisme à
ce que vous savez probablement déjà tous, là, la question du partenariat de soins, où est-ce que l'expertise de chacun, à la fois le savoir expérientiel des usagers et les savoirs professionnels des intervenants, sont mis à contribution au-delà de juste faire participer. On est plus dans un exercice de co-construction des solutions avec la clientèle et leur environnement, leur entourage et leur communauté. Et vous connaissez peut-être, là, pour plusieurs d'entre vous, le continuum des pratiques en collaboration interprofessionnelle qui met en perspective les différentes pratiques de collaboration au sein des équipes, mais surtout en fonction de la gravité des problèmes présentés par la clientèle. Et donc, l'interdisciplinarité, ce n'est pas une panacée qu'on doit appliquer en tout temps, dans toutes circonstances, mais c'est beaucoup en fonction de où est-ce qu'on est rendu avec le client, comme est-ce qu'il accepte ou pas de mettre à contribution d'autres partenaires et comment on va introduire l'ensemble de ces acteurs-là auprès de lui pour pouvoir participer, dans le fond, à son rétablissement. Vous avez vu jusqu'à maintenant dans les différentes capsules qui vous ont été présentées depuis le début de l'année une série de modèles d'organisation de services, soit centrés sur la question du suivi des maladies chroniques ou encore le modèle de Brian Rush sur ce qu'on appelle le modèle à palier. Quelle est la place de la collaboration à l'intérieur de tout ça? C'est en fait, plus il y a de flèches, plus ça implique de collaboration. Puis ultimement, l'ensemble de ces modèles-là sont issus, reposent essentiellement sur de la collaboration. C'est presque le moteur et l'énergie qui peut faire vivre l'ensemble de ces modèles-là comme tels. C'est quoi les avantages et les impacts d'une bonne collaboration? Dans le fond, il y a un bon nombre d'experts qui se sont prononcés sur ça, mais essentiellement, là, ce que ça permet, c'est d'avoir une vision plus globale des besoins de la clientèle qui rend davantage justice à la complexité des situations cliniques. Ça pourrait, dans certaines circonstances, diminuer la redondance, la duplication des services, fournir une réponse aux besoins des usagers qui est plus complète, qui est plus cohérente surtout, qui est mieux intégrée. Et on a un certain nombre de données qui nous disent que c'est associé à une plus grande satisfaction chez la clientèle, que ça améliore l'accès et la continuité des services. Et on a certaines données qui nous parlent d'impact significatif pour la clientèle quand il y a davantage de collaboration comme telle. Pour les professionnels, puis je pense que le programme de télémentorat ECHO l'illustre très bien. Hein? C'est un plus grand soutien pour les professionnels, la possibilité de partager un dialogue réflexif sur les réalités cliniques souvent complexes, de partager sur leurs interventions, puis de partager sur l'évolution de leur clientèle, puis les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Donc, avoir une pratique d'intervention qui est moins cloisonnée, où les intervenants peuvent s'observer les uns les autres et apprendre. Donc, c'est toute la question du développement des compétences à partager autour de ce qu'on fait ensemble. Et ça permet souvent de porter solidairement la responsabilité de l'atteinte des objectifs qui sont visés avec la clientèle. Les enjeux de la collaboration, pour certains, ils vont nous parler c'est un problème de clarification de rôle. Pour d'autres, ils vont nous parler, c'est un problème de communication. Mais les vrais obstacles à la collaboration, on vient de... on en a un de moins. Euh, bien sûr, il y a une question d'attitude, de savoir-faire et de savoir-être. Mais il y a aussi, bien, au plan structural, on a une ergonomie de réseau qui est basée souvent sur des missions partielles et exclusives. Et je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est toute la question des silos dans lesquels on se retrouve. Et au fil des années, on vient d'intégrer sous la même direction les services en dépendance et en santé mentale. Mais dans les faits, sur le terrain, jusqu'à maintenant, l'intégration, elle est beaucoup au niveau de la gouvernance, mais les équipes demeurent dans des secteurs assez séparés. Et c'est un peu à géométrie variable avec certaines initiatives qui sont en émergence actuellement au Québec, là, mais on est sur la bonne voie.
les obstacles importants, là, le choc au niveau des approches, des valeurs, des cultures, juste la notion de réduction des méfaits selon le secteur dans lequel vous êtes, ce n'est pas compris exactement de la même façon. Le manque de conviction quant à la pertinence de la collaboration, le manque de formation sur les pratiques collaboratives, l'individualisme, la compétition, le corporatisme, c'est tous des éléments qui rendent par moments la collaboration plus difficile. L'absence de langage commun, d'une vision partagée, ça c'est déterminant, hein? Savoir vraiment est-ce qu'on partage. Et il y a un enjeu autour de ça, c'est que ça prend du temps pour convenir de ces choses-là ensemble. Puis c'était évident aujourd'hui, juste la question des acronymes, puis je voyais bien l'effort qui est fait pour que les gens nomment c'est quoi exactement pour qu'on se comprenne. Oui, il y a un enjeu d'insuffisance de ressources parfois dans certains secteurs, juste avoir accès aux services de psychiatre, c'est un enjeu majeur. Le roulement de personnel dans le contexte actuel, ça rend la collaboration beaucoup plus difficile. La collaboration repose sur des relations qui se développent au long cours. Et pensez juste dans le cadre du programme ECHO, comment vous interagissez maintenant versus à la première ou à la deuxième rencontre. Hein? Les conditions favorables, je vous ai mis un certain nombre d'attitudes, de caractéristiques propres aux acteurs hein, en termes de respect, d'ouverture, de confiance, d'humilité, il faut vouloir collaborer, hein, de curiosité, de flexibilité. Et oui, il y a des éléments autour de la clarté des rôles, la stabilité des acteurs, l'efficacité de nos mécanismes de communication. Oui, la proximité physique peut contribuer, mais on a certaines équipes c'est une équipe qui sont au même endroit, mais il n'y a personne qui travaille ensemble. On se retrouve parfois avec 10 professionnels qui font de la pratique privée, un à côté de l'autre, sans jamais interagir. Hein. Je passe rapidement sur ça. Les outils et les modalités de collaboration, c'est sûr, plus on partage des outils communs au niveau de la détection, de l'évaluation, plus on a des protocoles de soins, une programmation qui est convenue ensemble, qui est partagée, qu'on utilise des dossiers communs. Ça, c'est un enjeu majeur en dépendance et en santé mentale. Des plans d'intervention interdisciplinaires, des plans de service, des ententes de service, des trajectoires de service et des mécanismes qui sont formalisés et souples. Un processus clinique et des niveaux de capacité qui sont connus de tous. Hein? Ce sont tous des outils. Alors, je vous ai mis à titre d'exemple, vous avez peut-être vu ça dans une capsule précédente. C'est un modèle qui a été développé en Colombie-Britannique, mais essentiellement, chaque organisation devrait avoir une espèce de mapping très clair pour tout le monde de c'est quoi la trajectoire puis comment on travaille avec la clientèle en considérant le rôle de chacun des différents acteurs et les différents secteurs impliqués. Vous avez probablement déjà vu aussi le modèle de la SAM sur le développement de la capacité des services en dépendance à développer leur capacité à composer avec la clientèle qui présente des troubles concomitants et à l'inverse, les services en santé mentale qui développent leur capacité à composer avec les problèmes en dépendance. Et il y a des niveaux qu'on peut convenir ensemble et établir avec des repères très précis de ce qui est à faire. Et on s'inspire beaucoup de ça lorsqu'on accompagne les établissements pour convenir pour chacun de leurs secteurs, jusqu'où ils veulent aller dans leur capacité à composer avec les troubles concomitants, puis dans quelle mesure ils veulent mettre à contribution les acteurs concernés, quand est-ce qu'ils font des transferts accompagnés, etc., et qui vont travailler plus en concertation avec les autres acteurs plutôt que d'assumer la totale. Et c'est un peu, je vous ai mis ça à titre indicatif, c'est le modèle de la SAM avec l'opérationnalisation qui a été développée là, par McGovern et Gotham. C'est des outils qui permettent vraiment de calibrer dans un secteur, on est à quel niveau, puis on souhaiterait ensemble aller jusqu'à quel niveau, et ça va toucher l'ensemble du processus clinique, tant la structure du programme, son environnement, tous les processus d'évaluation, de traitement, de continuité des soins, et toute la question de la sélection du personnel, les compétences requises, la formation du personnel, est-ce qu'on les forme sur la collaboration interprofessionnelle, etc. Et je vous ai mis un exemple à titre indicatif d'une des 35 composantes de ça se traduit comment sur chacun des niveaux de capacité à répondre aux besoins de la clientèle qui ont des troubles concomitants. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça.
D'autres outils et modalités. Bien sûr, là, quand les établissements nous interpellent au CSCTC pour regarder leur offre de services pour les troubles concomitants puis améliorer leur capacité à répondre à leurs besoins, ils s'inscrivent dans une démarche réflexive de co-construction d'une vision partagée qui va permettre de dégager des objectifs communs puis des actions concertées sur c'est quoi les pas qu'on a à faire pour mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle-là. Et souvent, dans les établissements, ça se traduit par des rencontres d'équipe, de la téléconférence, des comptes rendus, etc., des processus de consultation, de discussion clinique, de co-intervention, de la formation croisée. On connaît les expériences là, de Michel Perrault à Douglas depuis plusieurs années. Le programme Télémentorat est un exemple probant d'un processus de collaboration qu'on met. On apprend beaucoup à faire ce qu'on fait ensemble dans ce contexte-là. Alors, comment on apprend à collaborer? Théoriquement, c'est simple à dire, mais c'est en pratiquant. Et parfois, il faut se salir un peu. On n'a pas toujours l'air éloquent, mais il faut un peu prendre des risques. Il faut se permettre d'apparaître à l'écran, de poser des questions, de faire des suggestions, même si on a peur de se tromper. C'est en pratiquant qu'on développe notre capacité à collaborer. Au-delà des outils, j'aime beaucoup utiliser cette image-là. Je trouve que la musique est un peu une belle métaphore de ça veut dire quoi collaborer. On pourrait comprendre qu'une partition de musique, celle-là, elle a été écrite par Beethoven, c'est en fait une entente de service, une entente de collaboration entre plusieurs musiciens sur comment on va faire les choses ensemble. Et on a beau avoir les meilleurs outils du monde comme des Stradivarius, au-delà de la partition et des outils, là, il y a notre capacité à interpréter ça puis à faire du sens et que ça soit joli. Malheureusement, il est 13h30, on n'aura pas le temps de regarder la chose ensemble, mais je vous incite fortement à regarder l'adresse YouTube là et aller voir, c'est un court vidéo de 6 minutes. Et je vous invite à regarder ce vidéo-là, c'est plutôt métaphorique, et de réfléchir à qu'est-ce que c'est la collaboration, qu'est-ce que vous comprenez de la collaboration en écoutant ce vidéo-là. Demandez-vous qui est le client dans ce vidéo-là. Et je vous invite aussi à regarder les enfants, comment ils sont attirés et émerveillés par la collaboration qu'ils voient devant eux, qu'ils sont en train d'apprendre et d'intégrer comme tel. On ne le fera pas maintenant, mais je vous invite à y jeter un coup d'œil quand vous aurez le temps. Et pour terminer, je vous rappelle, là, il existe il y a eu des travaux au Canada qui ont été faits sur quelles sont les compétences requises en interprofessionnalisme, puis qui ont identifié 6 grandes dimensions reliées aux compétences requises. On ne passera pas au travers de tout ça. Vous avez la référence, mais je vous invite à aller voir quand on a une meilleure connaissance de ce qu'on fait au niveau du travail d'équipe, du climat, des tâches, comment on peut clarifier les rôles, comment on peut favoriser la participation de tous, etc. Fait que je vous invite à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Et ils ont aussi des outils que vous pouvez télécharger pour faire votre propre auto-évaluation de où est-ce que vous êtes actuellement dans un contexte de collaboration interprofessionnelle. Où êtes-vous sur chacune de ces compétences-là? Comment vous vous auto-évaluez? Puis ultimement, si vous souhaitiez vous améliorer, qu'est-ce que vous envisageriez comme prochaine action? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette présentation.